Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, je vais vous présenter 3 histoires paranormales qui concernent notre petit pays, notre chez nous, la France. J'espère que ces vidéos mystérieuses, étranges mais bien sûr effrayantes vous plairont. Si c'est le cas, bien sûr, laissez un j'aime pour me le faire savoir, c'est très important. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram @KenTV si vous souhaitez m'envoyer une histoire paranormale, étrange, effrayante qui vous est arrivée. Si maintenant tout ça c'est fait et que vous êtes prêts, on est parti pour se plonger ensemble dans nos 3 histoires paranormales. À travers les yeux des touristes, Paris incarne l'amour éternel, la ville des lumières et des rêves. Et au cœur de ce mythe se dresse son symbole le plus célèbre, la Tour Eiffel. Pour le cinéma hollywoodien, elle est devenue le décor d'un Paris idéalisé, sublimé en technicolor où les histoires d'amour se mêlent à des images de cartes postales. Les grands réalisateurs y ont planté leurs caméras, offrant au monde une vision parfaite. Des terrasses animées, des avenues haussmanniennes, des silhouettes élégantes comme sorties d'un film. Mais derrière cette image scintillante se cache une autre réalité. Car la Tour Eiffel, la Dame de Fer, n'est pas seulement un monument de lumière. Son histoire recèle une part d'ombre, un passé que peu connaissent et que les guides touristiques se gardent bien d'évoquer. Dans son ombre, Paris n'est plus cette ville rêvée, mais un théâtre où le drame, le mystère et parfois l'horreur se sont invités. Parmi les millions de visiteurs qui affluent chaque année du monde entier, rares sont ceux qui connaissent la véritable histoire de la Tour Eiffel. Peu savent qu'érigée pour l'exposition universelle de 1889, la Dame de Fer fut dès ses premiers jours marquée par le drame, et que depuis, son histoire s'écrit dans le sang. Des ouvriers tombés des échafaudages, des accidents étranges, des disparitions inexpliquées. On dit même que le monument serait devenu, au fil du temps, l'un des lieux les plus hanté de Paris. Ironie du destin, ce symbole d'amour et de romantisme s'est aussi transformé en un théâtre de désespoir. La Tour Eiffel est aujourd'hui le 3e site où il y a en France le plus de personnes qui sautent la vie. Un monument aux morts, bien caché derrière ses éclats de lumière. Et pourtant, chaque année, près de 6 millions de touristes achètent leurs billets, gravissent ces marches, traversent ces piliers, sans jamais imaginer que sous leurs pieds, des générations entières ont laissé leur vie. Depuis ses premiers jours, la Tour Eiffel semble porter en elle une malédiction. On estime à près de 370 le nombre de personnes qui ont trouvé la mort à ses pieds. Des ouvriers précipités des échafaudages, des touristes égarés, des personnes qui se sont donné la mort, et des accidents si étranges que certains parlent d'un mauvais sort attaché au monument. Mais ce ne sont pas seulement les drames visibles qui intriguent. Ceux qui observent attentivement affirment que le champ de Mars, tout autour, recèle une énergie particulière, comme si le fer lui-même avait absorbé quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Tout commence en 1884, lorsqu'un concours est lancé pour imaginer une structure gigantesque destinée à marquer l'exposition universelle de 1889. Le projet retenu est une immense tour de fer défiant le ciel. Mais dès son annonce, la tour divise profondément Paris. Des ingénieurs visionnaires comme Gustave Eiffel rêvent d'un monument audacieux, tandis que les critiques crient au scandale. Dans les journaux, des artistes et écrivains célèbres s'unissent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une monstruosité de métal. On la traite de pyramide d'échelles de fer, de lampes funéraires, de squelettes disgracieux. Pourtant, malgré les pamphlets et les protestations, la Tour Eiffel finit par s'imposer, comme si rien ne pouvait empêcher son édification. Et certains diront, bien plus tard, qu'à partir de ce moment-là, Paris venait d'ouvrir une porte qu'il aurait peut-être mieux valu laisser sceller. Les travaux titanesques débutèrent en juillet 1887. Pendant plus de 2 ans, Paris devient le théâtre d'un chantier colossal, presque inhumain. 5 mois sont nécessaires pour creuser les fondations et les architectes habillent les bases de la tour de blocs massifs de maçonnerie. Puis vient l'assemblage des 18 000 pièces de métal, rivetées les unes aux autres avec une précision millimétrique. La Dame de Fer prend forme, étage après étage, tel un gigantesque mécano dressé vers le ciel. Mais ce progrès a un prix. Le chantier est dangereux, implacable. Des ouvriers travaillent suspendus dans le vide, fixant à chaud des rivets brûlants qui, en refroidissant, scellent pour toujours les poutres d'acier. Côté scène, la construction exige même d'inonder certains espaces pour y placer les fondations, plongeant les hommes jusqu'à la taille dans les eaux glacées. Beaucoup tomberont, certains disparaîtront à jamais. Un journaliste de l'époque décrit l'atmosphère étouffante du chantier. Une épaisse fumée de goudron et de houille emplissait l'air, brûlant la gorge. Les coups de marteau résonnaient comme un tonnerre métallique, et les éclats de lumière, jaillissant des rives échauffées à blanc,
semblait déchirer le ciel. En 1889, la tour Eiffel est achevée. Mais déjà, certains murmurent qu'elle ne s'est pas élevée sans contrepartie. Comme si l'acier avait gardé la mémoire de ses sacrifices, de ses vies brisées, et qu'elle en exhalait encore l'écho. Le 15 juillet 1898, un jeune homme de 23 ans monte sur la tour Eiffel. On ne sait presque rien de lui, pas même son nom. Les archives restent muettes. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il ne redescendra jamais. Cette même date correspond d'ailleurs au tout premier essai de transmission télégraphique sans fil entre la tour Eiffel et le Panthéon, distant de 4 km. Pour certains, cette étrange coïncidence nourrit l'idée que la Dame de Fer aurait capté bien plus que des ondes ce jour-là. Quelques années plus tard, le 4 février 1912, un jeune tailleur parisien de 33 ans, Franz Reichelt, passionné de parachutisme, vient tester une invention qu'il prépare depuis 2 ans, un costume parachute inspiré des ailes de la chauve-souris. Ce matin-là, il se rend au premier étage de la tour Eiffel, 100 mètres au-dessus du sol. Devant quelques curieux venus assister à l'expérience, il s'avance lentement, déterminé. Il pense entrer dans l'histoire. Il ne se doute pas qu'il va en réalité devenir l'un des noms les plus tristement liés à la tour Eiffel. Ce matin-là, Franz Reichelt avait prévenu la presse. Des journalistes et des photographes s'étaient rassemblés pour assister à son exploit. Il voulait prouver au monde que son invention allait révolutionner l'aviation. Vers 8 heures, il gravit lentement les marches menant au premier étage de la tour Eiffel. Devant la foule, il prend quelques instants pour ajuster son étrange combinaison, puis, après de longues secondes d'hésitation, il s'avance jusqu'au bord de la plateforme. Franz inspire profondément. Il ferme les yeux et s'élance. Mais son invention ne fonctionne pas comme prévu. Le costume parachute ne se déploie pas. En quelques secondes, tout bascule. L'expérience, qui devait faire de lui un pionnier, se transforme en tragédie. Plus tard, certains diront que ce jour-là, la tour Eiffel a ajouté un nouveau nom à la longue liste de ceux qu'elle garde jalousement dans son ombre. Franz n'a pas réussi son exploit, mais son nom restera gravé dans l'histoire, celui que l'on surnomma bientôt l'homme-oiseau. En février 1926, un autre événement marquant vient s'ajouter à la liste des drames liés à la tour Eiffel. Léon Collot, jeune lieutenant de réserve et pilote expérimenté, doit faire passer son avion entre les piliers de la Dame de Fer. Un défi fou, presque impossible. Ce jour-là, un brouillard épais enveloppe Paris et l'air est chargé d'une étrange tension. Léon décolle, se rapproche lentement de la tour, puis plonge soudain dans une manœuvre audacieuse. Mais un rayon de soleil l'éblouit, brouillant ses repères. Son appareil effleure un câble de transmission et perd tout contrôle. L'avion s'écrase sur le champ de Mars sous les yeux impuissants des spectateurs. 2 ans plus tard, en mars 1928, un bijoutier passionné de parachutisme, Marcel Gaillet, tente à son tour de se lancer depuis la tour Eiffel. Mais l'expérience tourne court. Depuis le drame de Franz Reichelt, la législation interdit formellement tout saut en parachute depuis le monument. La tour, silencieuse et immobile, semble garder ses noms comme autant de secrets qu'elle refuse d'oublier. Marcel Gaillet, comme Franz Reichelt avant lui, tente son saut, mais son parachute refuse de s'ouvrir. La chute est rapide, inévitable. L'enquête conclura plus tard à un pliage défectueux, mais pour beaucoup, un doute s'installe. Et si la Dame de Fer portait malheur à ceux qui défient le vide? Les années passent et la tour Eiffel continue d'attirer les drames. Dans les années folles, elle devient même le théâtre d'histoires étranges. Au printemps 1926, un jeune américain du nom de Corey quitte New York pour Paris avec une idée bien précise, trouver l'amour. On raconte qu'il passait ses journées au jardin du Luxembourg, un livre à la main, cherchant à attirer l'attention d'une jeune femme issue d'un milieu aisé. Un jour, son regard croise celui de Sophie, une étudiante parisienne. Le destin semble enfin lui sourire. Les deux commencent à se fréquenter et très vite, une idylle naît. Mais sous les lumières de Paris, cette romance apparemment parfaite s'apprête à basculer. La relation entre Corey et Sophie semble se renforcer. Elle finit par le présenter à son père, un riche bourgeois parisien. Quelques jours plus tard, Corey se retrouve dans un salon luxueux, un verre de cognac à la main, jouant le rôle d'un jeune héritier américain pour gagner la confiance de la famille. Le père de Sophie finit par accepter leur union, mais pose une condition étrange. La demande en mariage devra avoir lieu sur la tour Eiffel. Corey, ne maîtrisant pas parfaitement le français, croit qu'il doit emmener Sophie au sommet pour lui proposer sa main. Enthousiasmé, il réserve une table au restaurant Le Jules Verne, situé au premier étage. Le soir venu, sous les lumières de Paris, Corey s'avance avec une petite boîte contenant une bague. Mais au moment de faire sa demande, tout bascule. Sophie refuse. Déstabilisée, elle recule, s'approche de la rambarde et perd l'équilibre. Dans la panique, Corey disparaît parmi la foule. On ne le reverra plus jamais. Depuis cette nuit,
une rumeur persiste. Certains clients du restaurant affirment avoir aperçu, derrière les vitres, une silhouette éthérée vêtue d'une robe des années 20, flottant dans l'air au niveau même où s'est produit le drame. 5 ans plus tard, en 1931, une autre tragédie frappe la Tour Eiffel. La princesse russe Anna Troubetskoï, issue d'une grande famille aristocratique, met fin à ses jours depuis le monument. La haute société européenne, choquée, murmure que la Dame de Fer serait désormais marquée par une étrange malédiction. Le mariage de la princesse Anna Troubetskoï n'avait rien d'un conte de fées. Unie à Sergueï, prince russe exilé, leur relation n'était qu'un accord entre familles fortunées. Venue à Paris pour sa lune de miel, Anna nourrit l'espoir d'un nouveau départ. Mais le 14 juillet 1931, elle se rend sur la Tour Eiffel et ne redescendra jamais. Dans son sac, on retrouvera un simple mot, adressé à son mari. Un mot qui disait « Désolé d'avoir gâché ta journée ». Les décennies suivantes n'apaisent pas la réputation sombre de la Dame de Fer. Dans les années 60, 2 drames marquent à nouveau son histoire. Le 14 mai 1961, un homme d'une quarantaine d'années saute depuis le 2e étage. Les enquêteurs découvrent son identité, Albert Dufourmentel. Mais l'affaire prend une tournure plus troublante encore. En fouillant son domicile, les policiers découvrent un autre corps, celui de sa femme, Léonie. Ce qu'ils pensaient être un geste désespéré se transforme alors en affaire criminelle. Et tandis que les journaux relatent les faits, une rumeur enfle. On dit que la Tour Eiffel attire les tragédies, comme si une force invisible liait toutes ces histoires entre elles. L'affaire Dufourmentel laisse les enquêteurs perplexes. Albert aurait tué son épouse avant de se donner la mort. Mais aucun mot, aucune explication, comme si une ombre pesait sur cette histoire. Le 9 février 1963, encore un drame. Le corps de Dolores Toledo Pernia est retrouvé au pied du monument. Son mari Francisco, effondré, est découvert un peu plus haut, au 2e étage. Très vite, l'affaire déchaîne les passions. L'enquête révèle un couple déchiré, des disputes incessantes, des secrets jamais avoués. Certains parlent d'un geste désespéré, d'autres d'une tragédie plus complexe. Les années passent, mais la tour continue d'attirer les drames. Le 17 mai 2005, un Norvégien de 31 ans tente de sauter en parachute depuis le 2e étage. Le saut tourne mal. En 2012, un autre homme, cette fois israélien, gravit seul la structure avant de disparaître dans le vide. Le dernier incident recensé remonte à 2017. Au fil du temps, la Dame de Fer, symbole d'amour et de lumière, est devenue malgré elle le théâtre d'innombrables tragédies. Pour certains, ce n'est plus un simple monument. C'est un lieu chargé, marqué par tout ce qu'il a vu, par tout ce qu'il a gardé. Une force sourde semble s'y accrocher comme un écho des drames du passé. Dans les années 70, le cimetière du Père-Lachaise était au cœur des rumeurs les plus inquiétantes. On racontait qu'à la tombée de la nuit, des silhouettes s'y glissaient pour accomplir des rituels interdits. Certains parlaient de messes noires, d'autres évoquaient la présence de créatures tapies dans l'ombre, mi-humaines, mi-légendaires. Parmi les innombrables tombes de ce lieu pourtant réputé paisible, l'une d'elles intrigue plus que toutes les autres. Le mausolée de la comtesse Elisabeth Alexandrovna Demitov, une aristocrate russe décédée à Paris en 1818 à seulement 39 ans. Monument imposant, il est considéré comme l'une des plus vastes sépultures du cimetière et attire depuis des décennies les regards fascinés. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui nourrit les légendes. Une rumeur persistante raconte que la comtesse aurait laissé, dans son testament, une proposition aussi étrange qu'effrayante. Offrir sa fortune à quiconque accepterait de passer 365 nuits consécutives à ses côtés, veillant son sarcophage de cristal, sans jamais quitter le mausolée. 2 millions de roubles, une somme qui, à l'époque, faisait tourner les têtes. Quelques candidats, assez courageux ou assez inconscients, auraient tenté l'expérience, mais aucun ne l'aurait mené à son terme. À la fin du 19e siècle, le cimetière du Père-Lachaise baignait dans un silence presque irréel. Toute la journée, une brume épaisse avait enveloppé les tombes, et à mesure que la nuit tombait, l'obscurité avalait peu à peu les allées. Plus un souffle, plus un bruit, si ce n'est le murmure du vent léger, comme une respiration lointaine. À l'intérieur du mausolée, un jeune homme s'était allongé, veillant la dépouille de la comtesse. Il avait accepté le défi, convaincu de pouvoir tenir l'année exigée pour toucher l'héritage. Mais à présent, alors que le silence devenait presque étouffant, il sentait son cœur s'emballer. Un grincement résonna soudain. La lourde porte du caveau venait de s'ouvrir. Seul, tremblant, le jeune homme se redressa
tendant l'oreille. Pas un pas, pas un souffle humain, juste ce silence écrasant, presque surnaturel. Les tombes autour semblaient l'observer, muettes et figées, comme des sentinelles pétrifiées. Il se demanda alors combien de temps il pourrait tenir, combien de nuits encore il supporterait cette atmosphère suffocante. Le pacte qu'il avait passé pour l'argent lui paraissait soudain absurde. À cet instant précis, la promesse des 2 millions de roubles n'avait plus aucun poids. Seule subsistait une sensation glaçante, celle d'être prisonnier d'un lieu qui ne voulait pas le laisser partir. À cet instant précis, il se demande ce qu'il fait là. S'il n'avait jamais lu cette annonce dans le journal, il serait sans doute attablé dans une taverne, un verre de vin à la main, entouré de rires et de voix. Au lieu de cela, il est enfermé entre ces murs glacés, allongé sur une dalle de marbre, seul face à un sarcophage de cristal et à ce qui le renferme depuis plus d'un siècle. Il sent le froid lui mordre la peau. Chaque souffle résonne étrangement, comme si l'air lui-même refusait de bouger. L'idée d'une année entière passée dans ce mausolée lui paraît soudain insensée. 2 millions de roubles en échange d'une captivité silencieuse, était-ce vraiment un pacte ou un piège? Tout a commencé quelques années plus tôt, en 1896. Un article du journal Le Temps révélait au public une information stupéfiante. La comtesse de Midoff avait légué une partie de sa fortune à quiconque accepterait de veiller son repos pendant 365 nuits consécutives. La nouvelle fit grand bruit et attira des candidats de toute l'Europe. On parlait d'une fortune colossale. Ce jeune homme parisien, persuadé que son destin allait changer, s'est empressé de poser sa candidature. Il avait imaginé la richesse, le luxe, l'avenir radieux, mais il n'avait pas imaginé ça, le silence qui oppresse, l'impression d'être épié dans l'ombre, et surtout, cette sensation grandissante que les pierres même du mausolée semblent retenir quelque chose ou quelqu'un. Sur la façade pourtant, l'épitaphe est simple. Ici reposent les cendres d'Elisabeth de Midoff, née baronne de Stroganov, décédée le 8 avril 1818. Une sobriété troublante pour un édifice entouré d'autant de légendes. Le mausolée de Midoff impressionne autant qu'il inquiète. Situé dans la 19e division du Père-Lachaise, il se dresse à l'entrée d'une allée au nom intrigant. L'allée du dragon. Simple coïncidence? Pour certains, non. Les amateurs d'occultisme y voient un symbole lourd de sens. En latin, Draco signifie serpent, incarnation absolue du mal. En roumain, le mot devient Dracule, et difficile de ne pas penser au célèbre Dracula. Le monument lui-même ressemble à un palais néo-antique. De hautes colonnes doriques encadrent l'entrée, et en son centre trône un sarcophage de marbre blanc. Mais ce sont les symboles gravés dans la pierre qui troublent le plus les visiteurs. Sur la façade ouest, tournée vers l'allée du dragon, on distingue la tête d'un loup sculpté dans le marbre, un marteau et l'étrange silhouette d'un animal ressemblant à une hermine. Des images qu'on pourrait croire anodines si elles n'étaient pas chargées d'un symbolisme ancien. Pour certains, le loup représenterait la mort, le marteau la puissance du fer et l'hermine un passage entre deux mondes. L'ensemble dégage une impression troublante, comme si chaque gravure renfermait un secret que le temps n'a pas encore révélé. Et, à la nuit tombée, l'endroit paraît presque vivant. Un détail intrigue les passionnés. Le manche du marteau gravé sur la façade est court, semblable à celui de Thor, le dieu nordique du tonnerre. Dans les mythes anciens, un tel symbole évoque la puissance, le contrôle absolu sur des forces invisibles. Non loin de là, une hermine sculptée représenterait, dit-on, la richesse de la famille de Midoff, bâtie sur le commerce de la fourrure. Mais ce sont surtout les têtes de loups gravées dans la pierre qui fascinent et inquiètent. Elles semblent veiller le mausolée comme des gardiens silencieux. Depuis la mort de la comtesse, plusieurs hommes ont tenté de relever le défi inscrit dans son testament. Passer une année auprès de son sarcophage dans l'espoir d'hériter de sa fortune. Aucun n'y est jamais parvenu. Certains ont même abandonné dès la première nuit. D'autres ont tenu quelques semaines avant que la peur ne les ronge peu à peu. Un seul aurait résisté plus longtemps, 3 mois, mais il en serait ressorti profondément marqué. On raconte qu'il refusait d'évoquer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, comme s'il craignait d'attirer à nouveau quelque chose sur lui. Le mausolée, lui, demeure immuable, chargé de symboles et de secrets. Et pour certains, il serait bien plus qu'un tombeau. Ce serait une porte, un passage entre deux mondes. Après quelques années passées en Russie, Elisabeth de Midoff revient à Paris. Elle meurt en 1818 à seulement 39 ans. Officiellement, la maladie est invoquée, mais aucun document ne permet de confirmer les circonstances exactes de sa mort. Depuis plus de 2 siècles, le mystère demeure. Quant aux rares volontaires qui ont osé passer la nuit dans son mausolée, leurs témoignages convergent.
l'atmosphère y serait écrasante, presque irrespirable, comme chargée d'une énergie invisible. Certains affirment avoir ressenti des vagues d'ondes négatives, un poids inexplicable sur la poitrine. D'autres parlent de phénomènes plus inquiétants encore, des bruits de pas dans les allées désertes, des murmures qui semblaient venir de nulle part, des ombres furtives glissant entre les tombes. La rumeur raconte qu'une entrée secrète, dissimulée quelque part dans le mausolée, mènerait à d'immenses galeries souterraines oubliées du temps. Et pour les amateurs d'ésotérisme, la légende va plus loin encore. Ces souterrains abriteraient un passage vers quelque chose qui n'appartient plus tout à fait à notre monde. Certains affirment que l'auteur de Dracula se serait inspiré de cette histoire au XIXe siècle pour son célèbre roman, et lorsque l'on observe les symboles sculptés sur le mausolée, difficile de ne pas y voir des liens quelque peu troublants avec les mythes les plus sombres. Certains prétendent que les symboles gravés sur le mausolée seraient bien plus que de simples ornements. Pour les initiés, ils représenteraient des signes liés au vampirisme, une rumeur qui prend d'autant plus de force qu'on retrouve encore aujourd'hui de vieilles lettres manuscrites évoquant le mausolée et ses mystères. Certaines proviennent même des États-Unis et sont conservées aux archives de Paris. Et si tout cela n'était pas qu'une légende, certains assurent que la proposition de la comtesse serait toujours valable. Quiconque accepterait de passer 365 nuits consécutives dans le mausolée pourrait bel et bien hériter de sa fortune. Le cimetière du Père-Lachaise recevrait encore, dit-on, des candidatures accompagnées de lettres de motivation rédigées par des curieux ou des passionnés d'ésotérisme, mais personne jamais n'aurait réussi à accomplir l'épreuve. La question reste alors ouverte. Est-ce un mythe ou une réalité ? Perché sur un éperon rocheux, le château de Bonaghi semble tout droit sorti d'un autre temps. Sa silhouette imposante, son donjon gigantesque et ses remparts érodés par les siècles attirent chaque année des milliers de visiteurs. Mais derrière l'image de carte postale, une rumeur persiste, celle d'une présence invisible qui hanterait les lieux. On raconte qu'ici erre l'esprit de Marguerite, la dernière châtelaine du domaine, une dame blanche, vestige d'un passé tragique, condamnée à errer éternellement entre ces murs de pierre. Certains parlent de légendes, d'autres de témoignages troublants. Des murmures dans des pièces vides, des pas qui résonnent dans les couloirs étroits, et cette sensation étrange, celle d'être suivi. Car Bonaghi n'est pas seulement un joyau architectural, c'est aussi l'un des châteaux les plus hantés de France. Au cœur du Lot-et-Garonne, à la frontière du Périgord et du Quercy, la forteresse du XVe siècle trône encore fièrement, entourée d'une épaisse forêt. La nature l'a partiellement repris, mais les pierres, elles, semblent toujours vivantes. Parmi les visiteurs, nombreux sont ceux qui affirment avoir senti une main glaciale les frôler dans un couloir désert. D'autres disent avoir entendu des voix lointaines, étouffées, comme des plaintes venues d'un autre temps. Certains guides eux-mêmes évitent certains passages du château à la nuit tombée. Et tous s'accordent sur une chose. Bonaghi n'est pas un château vide, il est habité. Ce château s'élève sur un éperon rocheux dominant la vallée du Lot-et-Garonne, et construit au XIIIe siècle, il semble avoir été pensé pour défier le temps et les hommes. Sa position stratégique, perchée au-dessus des bois, permettait autrefois d'apercevoir de très loin les armées approchant. Aujourd'hui encore, l'impression est la même. On a la sensation d'être observé par un géant de pierre. Sous la forteresse, un réseau de grottes naturelles s'étend dans les profondeurs. La légende locale raconte qu'elles servaient jadis de refuge, mais certains assurent qu'elles abriteraient encore des choses qu'il vaudrait mieux laisser dormir. On dit que le vent qui s'y engouffre, les nuits d'hiver, porte parfois des sons qui ressemblent étrangement à des murmures. Les archives mentionnent le château pour la première fois en 1271, dans une charte royale. À l'époque, l'édifice perché sur un promontoire escarpé surnommé Bonne Aiguille ne comportait qu'une tour pentagonale, construite au-dessus d'une grotte. Ce donjon polygonal, toujours visible aujourd'hui, veille comme un gardien silencieux sur les ruines. Mais c'est un autre détail qui intrigue les passionnés de phénomènes inexpliqués. Un puits profond de 48 mètres, situé sous le château. Selon certains chercheurs, il pourrait être lié à l'intensité des manifestations rapportées ici. Des analyses montrent effectivement la présence d'une nappe d'eau souterraine, et pour les amateurs d'ésotérisme, l'eau serait un puissant conducteur d'énergie, parfois même de souvenirs. Là-bas, certains disent que ces souvenirs ne sont pas seulement historiques, ils seraient vivants. L'histoire du château est marquée par les flammes, les guerres et le sang. Durant la guerre de 100 ans, les seigneurs du domaine prirent parti pour les troupes anglaises. Plusieurs fois attaqué, le château fut incendié, puis abandonné. En 1380, le seigneur de Blanquefort devint maître des lieux en épousant l'héritière des Roquefeuille. Ce nom hantera longtemps les récits entourant le château. Un siècle plus tard,
En 1477, un nouveau seigneur marquera profondément l'histoire du château, Béranger de Roquefeuille. Ambitieux et redouté, il entreprit de transformer la forteresse en l'une des plus puissantes de la région. On dit qu'il avait un caractère implacable, obsédé par l'idée de rendre son château imprenable. Les archives rapportent qu'il fit creuser des défenses massives, renforcer les murs et élever une barbacane capable de résister aux premiers tirs d'artillerie du XVe siècle. Mais Béranger n'était pas qu'un bâtisseur. Les récits le décrivent comme cruel et colérique, et ses vassaux le craignaient, ses proches l'évitaient, et nombreux furent ceux qui, dans les campagnes voisines, le surnommaient Bringon, un nom qui encore aujourd'hui résonne comme une menace dans les vieilles histoires racontées aux enfants. Et pourtant, derrière la pierre, derrière les guerres et les reconstructions, c'est une autre présence qui semble avoir survécu au passage du temps, car dans les récits les plus anciens, un nom revient sans cesse, Marguerite. Certains disent qu'elle fut trahie, d'autres qu'elle fut sacrifiée, mais tous s'accordent sur un point. Son âme n'aurait jamais quitté le château. Et les récits se sont enrichis au fil du temps, d'étranges découvertes. Parmi elles, l'histoire racontée par Max Ponce, érudit local et passionné du lieu, une histoire qui intrigue encore aujourd'hui. Lors de ces noces célébrées dans la chapelle du château, une série de photographies fut prise. Sur l'un des clichés derrière les mariés, une silhouette spectrale semble se dessiner, se détachant nettement sur la pierre. Le cliché a été étudié, grossi, analysé, et rien ne permet d'expliquer l'apparition. Était-ce le reflet d'une lumière, une illusion, ou bien l'empreinte d'un passé qui refuse de disparaître? Certains affirment reconnaître les traits de Béranger de Roquefeuille, le seigneur redouté qui transforma le château. D'autres pensent y voir le visage de Marguerite, la mystérieuse châtelaine dont la légende hante encore les lieux. Ce qui trouble davantage, c'est que les dépouilles des anciens seigneurs et de leurs familles reposent toutes dans la crypte située sous cette même chapelle, comme si les murs eux-mêmes gardaient leur mémoire. Mais les phénomènes ne s'arrêtent pas. En 2019, une équipe de chercheurs en paranormal a été autorisée à mener une enquête dans le château. Équipés d'appareils de mesure sophistiqués, ils ont relevé une activité inhabituelle autour du vieux fournil. Plusieurs témoins ont décrit une sensation d'étouffement, comme si l'air devenait plus lourd, plus dense. Certains ont même parlé d'un silence oppressant, le genre de silence qui précède les manifestations les plus inquiétantes. Au château, l'histoire et le présent semblent se confondre. Et plus on explore ses entrailles, plus on a l'impression que quelque chose veille encore. Lors de l'enquête menée, l'équipe s'est aventurée jusque dans la grotte naturelle qui s'étend sous la forteresse. Dès leur entrée, une sensation étrange les a enveloppés, l'impression d'être observés. Plus ils progressaient, plus cette sensation devenait oppressante, comme si des yeux invisibles les suivaient dans l'obscurité. Les détecteurs EMF, censés mesurer les champs électromagnétiques, se sont affolés. Les LED clignotaient sans logique apparente, signalant la possible présence d'entités invisibles. Dans plusieurs salles, les thermomètres ont enregistré des baisses brutales de température, alors qu'aucun courant d'air ne pouvait expliquer le phénomène. Des sons sourds ont été captés, semblables à des pas ou à des chuchotements, dans des pièces pourtant vides. Plus troublant encore, un détecteur de mouvement s'est déclenché à plusieurs reprises dans une salle désertée par les enquêteurs. L'un d'eux raconta même avoir senti une main glaciale effleurer son épaule. Quelques minutes plus tard, il remarqua une sensation de brûlure au même endroit, comme une marque invisible. Les micros ont, quant à eux, capté de faibles murmures, entremêlés comme si plusieurs voix chantaient à l'unisson. Dans une pièce, un appareil sensible au son électronique a enregistré ce qui ressemble à un brouhaha étouffé, évoquant des prières ou des incantations lointaines. Mais la preuve la plus troublante reste une vidéo capturée près de l'esplanade. Dans l'encadrement d'une porte, une silhouette sombre se détache nettement. Aucun membre de l'équipe ne se trouvait là. À ce moment-là, certains pensent donc qu'il s'agirait de Marguerite, comme si la châtelaine refusait que l'on pénètre dans son domaine. Parmi les événements les plus troublants survenus au château, l'un des plus récents a marqué les esprits. Le 30 avril 2022, un jeune violoniste prodige, invité à jouer dans la cour du château, s'installa face aux ruines, concentré sur son instrument. Devant lui, un silence respectueux, mais derrière lui, autre chose semblait à l'œuvre. Alors qu'il jouait, les spectateurs le virent vaciller, comme repoussé par une force invisible. Sur la vidéo du concert,
on distingue clairement l'enfant se déporter soudain sur le côté, comme si quelque chose le tirait en arrière. Plus tard, il confia avoir senti plusieurs fois une main glaciale effleurer son épaule, le même geste, répété comme si l'on voulait l'avertir ou l'éloigner. Ce n'est pas la première fois que l'on rapporte ce genre d'interaction étrange du château. Certains parlent de Marguerite, l'ancienne châtelaine condamnée à hanter les lieux, d'autres y voient l'ombre de Béranger de Roquefeuille, le seigneur au caractère implacable, dont la dépouille repose toujours sous une dalle de pierre blonde dans la crypte du château. Dans la chapelle, une statue de l'archange Saint-Michel veille, représentée terrassant un dragon. Mais beaucoup se demandent, cette protection symbolique suffit-elle vraiment? Les âmes tourmentées des anciens seigneurs et des victimes du château ont-elles trouvé le repos, ou bien rôdent-elles encore, tapies dans l'ombre des escaliers, sous les voûtes, derrière les portes closes? Car dans ce château, la frontière entre l'histoire et la légende semble s'être effacée, et certains visiteurs affirment que lorsque la brume tombe sur le château, il suffit de tendre l'oreille pour entendre des murmures d'un autre temps, comme si Marguerite marchait encore, solitaire, dans les couloirs de son domaine. Et voilà, on en a fini pour ces histoires bien mystérieuses. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Rejoignez-moi aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur Instagram pour me suivre là-bas, voir un peu l'aventure hors caméra, mais aussi m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!